Le jour de ses 18 ans, ma petite fille Lisa a enfin reçu le cadeau de sa vie. Jusqu'à ce que mon gendre claque la porte devant mon nez en criant « Tu l'as déshonoré, tu sens le vieux pauvre !» J'ai souri calmement et répondu « D'accord ». Puis, sous ses yeux horrifiés, j'ai déchiré le chèque de 500 000 € qui lui était destiné. Il pensait m'avoir humilié à jamais. Il ne savait pas que ce simple geste allait déclencher une vengeance froide, légale et impitoyable qui les laisserait sans rien, et les plongerait dans une panique sans précédent. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires quelle heure il est actuellement dans votre région. La porte de la maison d'Écully s'est ouverte sur le visage de mon gendre, et j'ai tout de suite su que cette visite n'allait pas se dérouler comme prévu. Grégoire m'a toisé de haut en bas avec cette expression que je lui connaissais bien, celle d'un homme qui calcule la valeur d'une personne en euros et centimes, et qui a déjà conclu que vous ne valez pas grand-chose. Gabriel l'a-t-il lâché sans même un « bonjour » Son ton aurait pu geler le Rhône en plein juillet. J'ai souri poliment, serrant contre moi l'enveloppe que j'avais préparée avec tant de soin. À l'intérieur, un chèque de banque de 500 000 € pour Lisa, ma petite fille, qui allait avoir 18 ans dans une semaine. 40 ans comme notaire m'avaient appris la valeur des documents bien préparés. « Bonjour Grégoire, je venais voir Lisa pour son anniversaire. J'ai quelque chose d'important à lui donner. » Son regard s'est durci. « Vous tombez mal, nous recevons des invités importants tout à l'heure, des gens de qualité. » Il a appuyé sur ces derniers mots en me regardant de nouveau de la tête aux pieds, mon costume gris anthracite qui avait 20 ans mais que j'entretenais impeccablement, mes chaussures italiennes cirées à la perfection. Lisa n'a pas besoin qu'on la gêne aujourd'hui. Derrière lui, j'ai aperçu ma fille Louise dans le couloir. Elle se tenait immobile, les bras croisés, le regard fuyant. Pas un mot, pas un geste. Ma propre fille. « Je ne resterai que quelques minutes », ai-je dit calmement. « Juste le temps de… » Grégoire a avancé d'un pas, bloquant physiquement l'entrée. À 38 ans, il me dépassait d'une tête et le savait. « Franchement, Gabriel, regardez-vous. Vous sentez le renfermé et la naphtaline, un vieux pensionné qui vit dans son petit appartement miteux. » Il a ricané. « C'est pathétique. Vous allez la couvrir de honte devant nos invités avec votre air de vieux pauvre. » Le silence qui a suivi était épais comme du miel. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi, une plaque tectonique intérieure qui glissait lentement, dangereusement. Ma main s'est crispée sur l'enveloppe. « Je vois », ai-je murmuré. Puis, avec des gestes très lents, très délibérés, j'ai sorti le chèque de l'enveloppe. Je l'ai déplié devant ses yeux. « Vous voyez ce document, Grégoire ?» Il a jeté un coup d'œil distrait, puis son regard s'est figé. J'ai vu ses pupilles suivre les chiffres, une fois, deux fois. 500 000 €, un demi-million. C'est pour Lisa. Sa voix avait changé de registre. C'était pour Lisa, ai-je corrigé. Et j'ai commencé à déchirer le chèque. Lentement, méthodiquement. Le premier morceau, puis le deuxième. Le bruit du papier qui se déchirait résonnait dans l'entrée comme un petit coup de tonnerre. « Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Grégoire a tendu la main, mais je me suis reculé d'un pas. « Vous ne trouvez pas que je sens le pauvre, maintenant ?» J'ai continué à déchirer. 3 morceaux, 4, 5. Les confettis tombaient entre nous comme une pluie d'automne. C'est drôle comme l'argent peut changer de parfum, n'est-ce pas? Son visage était passé du rose au blanc crayeux. Derrière lui, Louise avait porté sa main à sa bouche, mais toujours pas un mot. Toujours pas un geste de protestation. J'ai laissé tomber les derniers morceaux sur le paillasson. « Très bien », ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas, froide, calme, terriblement claire. « Puisque je vous gêne tant, je vais vous libérer de ma présence. Définitivement. » Je me suis retourné et j'ai descendu les marches du perron. Derrière moi, j'entendais Grégoire qui bredouillait quelque chose, mais je ne me suis pas retourné. Mes jambes tremblaient légèrement, de colère ou de choc, je n'aurais su dire. Dans la voiture, j'ai dû attendre quelques minutes avant de pouvoir démarrer. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Dans le rétroviseur, je voyais la maison. Leur maison, celle que j'avais aidé à acheter, celle où vivait ma petite fille,
celle dont on venait de me claquer la porte au nez. Le trajet jusqu'à mon appartement de la Presqu'île s'est déroulé dans un brouillard. Une fois chez moi, je me suis servi un verre de Morgon de ma collection, un 2015 exceptionnel, et je me suis installé près de la fenêtre qui donnait sur le Rhône. La ville s'étendait devant moi, belle et indifférente. J'ai repensé à ce moment où Grégoire avait bloqué la porte, à sa façon de me regarder comme un déchet, aux yeux baissés de Louise, et quelque chose en moi s'est cristallisé, dur comme du diamant. Pendant 40 ans, j'avais étudié le droit successoral français. J'en connaissais chaque article, chaque subtilité, chaque possibilité. Et pour la première fois de ma vie de retraité, j'allais utiliser tout ce savoir non pas pour aider mes clients, mais pour protéger ce qui m'était le plus cher. Lisa, ma petite fille, coincée avec ces deux-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des notes, la réserve héréditaire, l'usufruit, la donation-partage. Tous ces instruments que j'avais maniés pendant des décennies pour des étrangers. Il était temps de les utiliser pour ma propre famille. Mais il me manquait quelque chose, des informations. Car cette arrogance de Grégoire, cette certitude qu'il avait d'avoir gagné, elle cachait quelque chose. J'en étais certain. 40 ans de notariat vous apprennent à reconnaître les gens qui ont des secrets. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Paul Gérard, détective privé, quelqu'un avec qui j'avais collaboré sur des affaires de succession complexes. Gabriel Laroche, a-t-il dit en décrochant, sa voix rocailleuse reconnaissable entre mille. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un. Mon gendre, Grégoire Pont, conseiller financier. Un silence. Tu veux que je cherche quoi exactement? Tout ce qui pourrait être intéressant. J'ai marqué une pause. Il y a quelque chose qui ne colle pas chez ce type, je le sens. Paul a ri doucement. Ton instinct de notaire. D'accord, je m'en occupe. Ça va prendre quelques semaines. J'ai raccroché et me suis préparé un café. Dans mon esprit, un plan commençait à prendre forme, mais il fallait d'abord poser les fondations juridiques. J'ai appelé Olivier Rousseau, un collègue notaire avec qui j'avais travaillé pendant 20 ans. Olivier, j'aurais besoin de tes services. Pour mon propre testament. Ton testament? Il a semblé surpris. Mais tu en as déjà un, non? J'ai besoin d'en refaire un, avec une structure particulière. J'ai commencé à lui expliquer ce que j'avais en tête, la séparation entre nue propriété et usufruit, l'utilisation d'une SCI pour certains actifs, la donation-partage pour maximiser la quotité disponible. Olivier a sifflé entre ses dents. C'est du travail d'orfèvre, Gabriel. Tu veux vraiment aller aussi loin? Plus loin encore, probablement. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris de Lyon. Je veux aussi le nom d'un bon avocat spécialisé en droit successoral. Sophie Leroy, si elle est disponible. Elle est excellente, mais ça va te coûter cher tout ça. J'ai économisé toute ma vie. Il est temps de dépenser intelligemment. 3 jours se sont écoulés avant que je reçoive un email sur une vieille adresse que seule Lisa connaissait, celle qu'on utilisait avant qu'elle n'ait un smartphone, quand elle était petite, et qu'on s'envoyait des photos de vignobles et de musées. « Papy, pourquoi tu n'es pas venu à mon anniversaire ?»« Maman dit que tu étais occupé, mais je ne te crois pas. Est-ce que tout va bien ?» Je m'inquiète. Lisa. Mon cœur s'est serré. Elle s'inquiétait pour moi. Cette gamine de 18 ans piégée entre 2 manipulateurs trouvait encore la force de s'inquiéter pour son vieux grand-père. J'ai répondu immédiatement. « Ma chérie, tout va bien, mais j'aurais besoin de te parler, en privé. Est-ce que tu pourrais me retrouver quelque part, sans en parler à tes parents? C'est important. » Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Ils ne veulent pas que je te voie. Papa dit que tu deviens bizarre. Mais je peux inventer quelque chose. Dis-moi où et quand. » Nous avons fixé un rendez-vous dans un petit restaurant du Vieux-Lyon que je connaissais bien, loin d'Écully. Je savais qu'elle pourrait dire à ses parents qu'elle voyait des amis. En attendant le jour du rendez-vous, j'ai rencontré Sophie Leroy dans son cabinet élégant de la rue de la République. C'était une femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et à l'esprit affûté comme une lame. « Maître Laroche » a-t-elle dit en me serrant la main.
Olivier m'a briefé sur votre situation. C'est délicat. Je veux protéger ma petite fille, légalement, définitivement. Elle a hoché la tête. La réserve héréditaire protège votre fille. Vous ne pouvez pas la déshériter complètement, mais un sourire a flotté sur ses lèvres. Il existe des moyens très légaux de s'assurer que cette réserve soit, disons, moins avantageuse qu'elle n'y paraît. Nous avons passé 2 heures à discuter des subtilités du droit français. L'usufruit, qui peut durer jusqu'à 30 ans, la possibilité de créer une SCI familiale où les parts peuvent être distribuées de manière inégale, les donations avec charge, les testaments authentiques impossibles à contester. Votre gendre ne saura pas ce qui l'a frappé, a conclu Sophie avec une satisfaction professionnelle évidente. Tout sera parfaitement légal. Article 9, 113 à 917 du Code civil. Impeccable. Le soir même, Paul m'a appelé. J'ai commencé à creuser sur ton Grégoire. Et tu avais raison, il y a quelque chose. Des transactions bizarres, des clients mécontents qui ne portent pas plainte, mais qui changent de conseiller. Je continue à investiguer. Prends ton temps. Fais-le bien. Compte sur moi. J'ai raccroché et je me suis versé un autre verre de Morgon. Sur mon bureau, mes notes s'accumulaient. Schéma de transmission, calcul de quotité disponible, structure de SCI. C'était comme résoudre une énigme juridique complexe, sauf que cette fois, les enjeux n'étaient pas professionnels. Ils étaient personnels, terriblement personnels. Et quelque part, dans un coin de mon esprit, une petite voix me soufflait que Grégoire Ponce allait regretter d'avoir fermé cette porte. Pas avec violence, pas avec éclat. Mais avec la précision implacable du droit français, ce merveilleux instrument de justice quand on sait s'en servir. Le rendez-vous avec Lisa était dans 2 jours. Il était temps de commencer à construire son avenir. Un avenir que ses parents ne pourraient pas contrôler. 2 jours plus tard, je me suis installé à une table discrète du restaurant La Traboule dans le Vieux-Lyon. L'endroit avait été parfait, suffisamment éloigné d'Écully pour éviter les connaissances de Grégoire, assez calme pour une conversation confidentielle. J'avais commandé une carafe d'eau et feuilleté machinalement le menu en attendant Lisa. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, essoufflée, ses longs cheveux bruns encore mouillés de la pluie d'automne. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé et elle s'est précipitée pour m'embrasser. « Papy !» Elle s'est assise en face de moi, retirant son manteau. J'ai dit à maman que j'allais réviser avec Chloé. J'ai 2 heures maximum. 2 heures. Il lui accordait 2 heures de liberté sous surveillance. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai repoussée. Ce n'était pas le moment. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Son sourire s'est fané. « Honnêtement, papa est bizarre depuis ta visite. Il n'arrête pas de dire que tu es devenu instable, que tu nous en veux. » Maman ne dit rien, comme d'habitude. Elle a joué avec sa serviette. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je lui ai raconté. Pas tout. Elle n'avait pas besoin de connaître tous les détails du mépris de son père, mais suffisamment. La porte fermée, les insultes, le chèque déchiré, ses yeux se sont emplis de larmes. Il a fait ça, il a vraiment dit que... Elle s'est mordu la lèvre. Je suis désolé, papy, je ne savais pas. Ils m'ont dit que tu n'avais pas pu venir. Je sais, ma puce, ce n'est pas ta faute. J'ai pris sa main par-dessus la table. Mais je voulais te voir pour te dire quelque chose d'important. Tes études, tu as toujours voulu étudier l'histoire de l'art, n'est-ce pas? Son visage s'est assombri. Oui, mais papa dit que c'est inutile, qu'il faut que je fasse quelque chose de rentable, commerce ou finance. Elle a ricané amèrement. Comme lui. Et si je te disais que j'ai mis en place quelque chose, un fonds pour tes études, que tes parents ne pourront pas toucher ni contrôler? Elle m'a regardé, incrédule. Comment? Disons que j'ai quelques connaissances en droit successoral. J'ai souri. Ce fonds te permettra d'étudier où tu veux, ce que tu veux. Paris, si tu le souhaites. L'Institut d'histoire de l'art, peut-être? Les larmes ont coulé sur ses joues. Tu ferais ça pour moi? Ma chérie, je ferais n'importe quoi pour toi. J'ai marqué une pause.
Mais il faut que tu me promettes quelque chose. Continue à jouer le jeu avec eux pour l'instant. Ne leur dis rien de notre rencontre, rien de ce fond. Dans quelques mois, tu seras majeur légalement et tu pourras faire tes propres choix. D'accord ? Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Nous avons commandé et parlé d'autre chose. Ses lectures, ses amis, ses rêves. Pendant 2 heures précieuses, j'ai eu ma petite fille pour moi seul. Quand elle est partie, je suis resté assis un moment, regardant la rue médiévale par la fenêtre. Quelque chose qu'elle avait dit m'avait frappé. « Papa est bizarre depuis ta visite. » Bizarre comment ? Nerveux ? Inquiet ? Mon téléphone a vibré. Un message de Paul. « Appelle-moi, c'est important. » Je suis sorti du restaurant et j'ai trouvé un coin tranquille pour téléphoner. « Paul, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sa voix était grave. « Gabriel, ton gendre joue avec le feu. J'ai des preuves qu'il recommande à ses clients des investissements à haut risque en échange de commissions cachées des fonds d'investissement. C'est du conflit d'intérêts pur et simple. Tu es sûr ? J'ai les relevés bancaires, les emails. Tout. » Il a marqué une pause. « Si la MF met la main là-dessus, il perd sa licence. Et vu les montants, il pourrait y avoir des poursuites pénales. » J'ai fermé les yeux. Voilà. L'arme que je cherchais. Pas pour détruire. Je n'étais pas comme ça. Mais pour protéger. Pour avoir un levier. Envoie-moi tout, discrètement. Compte sur moi. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi. Le plan prenait forme, pièce par pièce. Le testament pour protéger Lisa financièrement. Les preuves contre Grégoire pour le neutraliser. Mais il manquait encore quelque chose. Une façon de m'assurer que, quoi qu'il arrive, Lisa serait libre. Dans mon appartement, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur. Projet Lisa, je l'avais appelé. À l'intérieur, tous mes plans, toutes mes notes. L'usufruit jusqu'à ses 30 ans. La SCI pour l'appartement et la collection de vin. La donation-partage. Mais en regardant Lisa aujourd'hui, j'avais compris qu'il fallait aller plus loin. Elle avait besoin de plus qu'une protection financière. Elle avait besoin d'une porte de sortie, immédiate. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Une fondation que j'avais créée il y a 10 ans pour promouvoir les arts. Elle avait un petit capital suffisant pour financer des bourses d'études. Fondation Laroche, bonjour. Bonjour, ici Gabriel Laroche. Je souhaiterais mettre en place une bourse d'études pour l'histoire de l'art, commençant l'année prochaine. Voilà. Maintenant, Lisa aurait son ticket pour Paris et ses parents ne sauraient jamais que c'était moi qui l'avais organisé. Une semaine s'est écoulée avant mon rendez-vous chez Olivier Rousseau. Son étude se trouvait place Bellecour, dans un immeuble haussmannien qui respirait la respectabilité bourgeoise. La salle d'attente était lambrissée de chaînes sombres, ornées de diplômes encadrés et de gravures anciennes. Gabriel entre. Olivier m'a accueilli dans son bureau, une pièce vaste où les dossiers s'empilaient avec un ordre méticuleux. J'ai préparé les documents dont nous avons parlé. Assieds-toi. Il a étalé devant moi plusieurs chemises. Voilà le testament authentique, structure complexe, comme tu l'as demandé. Louise reçoit sa réserve héréditaire, 50%, puisqu'elle est fille unique. Mais il a pointé du doigt l'une clause. L'usufruit de cette part est attribué à Lisa jusqu'à ses 30 ans. Ta fille aura la nue propriété, c'est-à-dire le droit de propriété sans pouvoir en jouir. Parfait, j'ai parcouru le document. Tout était là, rédigé dans ce français juridique impeccable qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Et la quotité disponible ? Les 50% restants vont directement à Lisa par donation entre vifs avec transmission différée. Olivier a souri. Techniquement, tu lui donnes maintenant, mais elle ne reçoit qu'à ton décès. Cela fixe la valeur aujourd'hui pour les droits de succession. Et la SCI. Vignoble Lisa, j'ai préparé les statuts. Il a sorti une autre chemise. Tu y mets ton appartement de la presqu'île et ta collection de vins. Valeur estimée, 420 000 €. Lisa reçoit 75% des parts, Louise 25%. J'ai relu chaque clause, chaque article. C'était magnifique, légal, imparable et absolument dévastateur pour quiconque
espérait mettre la main sur mon patrimoine. Il faut 2 témoins pour l'authentification, a dit Olivier. J'ai contacté Maître Dupuis, un confrère. Il sera là la semaine prochaine pour la signature. Parfait. En sortant de l'étude, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, Madame Mercier, une vieille cliente. Nous avons échangé quelques politesses, je savais ce qui allait se passer. À Lyon, tout se sait. D'ici 2 jours, tout le monde saurait que Gabriel Laroche était allé voir son notaire pour refaire son testament. Et Grégoire l'apprendrait aussi. J'ai souri en marchant vers ma voiture. Qu'il s'inquiète un peu, qu'il se demande ce que je préparais. Le surlendemain, mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais trop bien. Grégoire. Gabriel, a-t-il dit d'une voix mielleuse qui m'a hérissé le poil. J'ai appris que vous aviez été chez le notaire. Nous devrions peut-être discuter. Enterrer la hache de guerre, comme on dit. Vraiment ? J'ai laissé le silence s'installer. Et pourquoi voudrais-je faire ça ? Écoutez, j'ai peut-être été un peu direct la dernière fois. Mais nous sommes une famille. Il faut qu'on s'entende. Pour Lisa. Sa voix dégoulinait de fausse sincérité. Que diriez-vous de venir dîner, demain soir ? Un dîner, chez eux, où ils pourraient me faire du charme, me manipuler, me soutirer des informations sur le testament. L'arrogance était fascinante. Je suis désolé, Grégoire, j'ai déjà des plans. Alors un autre jour ? J'ai peur d'être très occupé ces prochaines semaines. J'ai marqué une pause délibérée. Vous comprenez, avec toutes ces consultations juridiques ? J'ai entendu sa respiration changer. Juridique ? Oh, rien d'important, juste quelques arrangements. Pour l'avenir. Mon ton était léger, presque distrait. Bonne journée, Grégoire. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Ce soir-là, j'ai reçu le dossier complet de Paul par courrier recommandé. 57 pages de preuves. Relevé bancaire montrant les commissions cachées. Email entre Grégoire et des gestionnaires de fonds. Témoignages de clients mécontents. Tout était là, organisé chronologiquement, documenté jusqu'au moindre centime. J'ai passé la soirée à tout lire, à tout annoter. Paul avait fait un travail remarquable. Chaque transaction était datée, chaque virement tracé. Les montants n'étaient pas énormes, quelques milliers d'euros par-ci, par-là, mais l'accumulation était accablante. Et surtout, c'était parfaitement illégal selon le code de déontologie de l'AMF. J'ai rangé le dossier dans mon coffre-fort. Pas encore. Ce n'était pas le moment de jouer cette carte. D'abord, il fallait finaliser le testament. Ensuite, mettre en place la bourse pour Lisa. Et seulement après, quand tout serait verrouillé juridiquement, je pourrais utiliser ce levier. Mon téléphone a vibré. Un email de la fondation. La bourse d'études est approuvée. Montant 25 000 € par an pendant 3 ans. Le comité de sélection se réunira en janvier. Parfait. J'ai répondu immédiatement, demandant que le dossier de Lisa soit inclus dans les candidatures. Anonymement, bien sûr. Je me suis versé un verre de morgon et je me suis installé près de la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Grégoire était probablement en train de s'inquiéter, de se demander ce que le vieux Gabriel préparait. Qu'il s'inquiète. Dans quelques semaines, quand le testament serait signé, quand la SCI serait enregistrée, quand tous les mécanismes seraient en place, il comprendrait. Mais il serait trop tard. Le droit français est un instrument magnifique quand on sait s'en servir. Et j'avais passé toute ma carrière à apprendre à en jouer comme d'un violon. Maintenant, il était temps de composer ma symphonie. 2 semaines se sont écoulées dans un silence étrange. Grégoire n'appelait plus, ne cherchait plus à me voir. Parfait. Cela me donnait le temps de finaliser les derniers détails de ce qui allait devenir mon chef-d'œuvre juridique. Lisa m'a appelé, sa voix tremblante d'inquiétude. « Papy, papa est bizarre depuis ta visite chez le notaire. Il surveille mon téléphone, mes emails. Il m'a même suivi hier quand je suis sorti avec Chloé. » Elle a marqué une pause. « Il répète sans arrêt que tu complotes quelque chose, que je ne dois plus te voir. Qu'est-ce qui se passe ? Ma chérie, écoute-moi bien. J'ai choisi mes mots avec soin. Encore quelques semaines, d'accord ? Après tu seras libre, vraiment libre, je te le promets. » Libre comment ? Tu verras. Fais-moi confiance. J'avais remarqué quelque chose d'intéressant ces derniers jours.
en passant devant leur maison d'Écully. Oui, j'étais passé, juste pour observer, pour comprendre leur état d'esprit. J'avais vu une voiture que je ne connaissais pas stationnée dans l'allée. Une BMW noire, flambant neuve, immatriculée dans le Rhône. Le lendemain, elle était toujours là. Le surlendemain aussi, 3 jours consécutifs. Curieux, j'ai noté la plaque et appelé Paul. Cette plaque que je t'ai envoyée, tu peux vérifier à qui elle appartient? Donne-moi 1 heure. 50 minutes plus tard, son rappel. C'est Maître Fontaine, avocat spécialisé en droit des successions, cabinet à Villeurbanne, plutôt agressif dans ses méthodes, d'après ce que j'ai entendu dire dans le milieu. J'ai souri en regardant le Rhône par ma fenêtre. Donc Grégoire consultait un avocat. Il se préparait à la guerre. Qu'il se prépare. La guerre juridique en France, après 40 ans de notariat, c'était mon terrain, pas le sien. Il allait l'apprendre à ses dépens. Le lendemain matin, j'ai reçu un courrier recommandé avec accusé de réception, de Maître Fontaine, justement, une mise en demeure formelle, rédigée dans ce style pompeux et menaçant que certains avocats affectionnent. Louise et Grégoire Ponce demandaient une donation-partage anticipée pour raisons financières urgentes et impérieuses. Le ton était agressif. Notre client se réserve le droit d'engager toute poursuite judiciaire appropriée si cette demande légitime n'était pas honorée dans les plus brefs délais. J'ai relu la lettre 2 fois, puis j'ai éclaté de rire. Un rire qui a résonné dans mon appartement vide. Il croyait vraiment que la peur, que les menaces juridiques me feraient céder. Moi, qui avais passé toute ma carrière à manier ces instruments. J'ai immédiatement appelé Olivier. Mon cher collègue, j'ai reçu une lettre absolument charmante. Tu veux que je te la lise? Après l'avoir entendue, il a sifflé entre ses dents. Ils sont désespérés. Maître Fontaine est compétent, mais cette approche, c'est le signe qu'il panique. Exactement mon analyse. J'ai marqué une pause délibérée. Voilà ce que je veux que tu fasses. Réponds-leur par courrier officiel, dis-leur que la donation-partage est effectivement prévue et sera mise en œuvre, mais que sa structure exacte sera révélée lors d'une réunion formelle dans ton étude. Dans 3 semaines, pas avant. Tu veux les faire mariner? Un sourire perçait dans sa voix. Je veux qu'ils se posent des questions. Qu'ils s'inquiètent, qu'ils imaginent le pire. J'ai souri à mon tour. Et ensuite, lors de la réunion, qu'ils découvrent que le pire qu'ils ont imaginé n'était pas assez pire. La réponse d'Olivier est partie le jour même. Professionnelle, courtoise et absolument terrifiante dans son formalisme administratif. Maître Rousseau a le plaisir de vous informer que M. Gabriel Laroche a effectivement procédé à l'établissement d'un testament authentique et à la structuration d'une donation-partage conformément aux dispositions du Code civil. Les détails de cette structure seront communiqués lors d'une réunion formelle en présence de toutes les parties concernées, prévue dans 3 semaines. Entre-temps, j'ai reçu des nouvelles de la Fondation Laroche. Le comité de sélection avait examiné toutes les candidatures pour la bourse d'études en histoire de l'art. Lisa figurait parmi les 3 finalistes. Elle a un dossier vraiment exceptionnel, m'a confié la directrice au téléphone. Ses notes, ses lettres de recommandation de ses professeurs, son projet d'études. Elle sera parfaite pour notre programme. Quand la décision finale sera-t-elle annoncée? Début décembre. Nous enverrons les lettres d'acceptation la première semaine du mois. Parfait. Le timing se mettait en place comme les pièces d'un puzzle particulièrement satisfaisant. J'ai passé la semaine suivante à mettre la dernière touche à la SCI. Vignoble Lisa, comme je l'avais baptisé. Le nom seul raconterait toute une histoire quand il le découvrirait. Pas Vignoble Laroche, pas Vignoble familial. Vignoble Lisa. Un message sans équivoque sur mes intentions. Mon appartement de la Presqu'île, 95 mètres carrés avec cette vue magnifique sur le Rhône, estimé à 380 000 € par l'expert immobilier, serait transféré à la SCI. Ma collection de vins également. 147 bouteilles soigneusement sélectionnées au fil des 40 dernières années, certaines d'une valeur considérable, valeur totale estimée à 182 000 €.
Total des actifs de la SCIA, 560 000 €. Les parts de cette société seraient distribuées de manière très précise. 75% pour Lisa, 25% pour Louise. Parfaitement légal dans le cadre de la quotité disponible. Lisa serait nommée gérante avec plein pouvoir de gestion. Olivier a enregistré la SCI au greffe du tribunal de commerce de Lyon. C'est fait, Gabriel. La société civile immobilière Vignoble. Lisa est officiellement constituée et enregistrée. Les statuts sont bien clairs sur les pouvoirs de Lisa? Absolument limpide. Elle est gérante avec plein pouvoir. Louise a des parts, mais aucun pouvoir décisionnel. Elle ne peut même pas s'opposer aux décisions de gestion. Parfait. Dans les jours qui ont suivi, je suis repassé plusieurs fois devant leur maison. Les lumières s'allumaient tard le soir. Des ombres passaient derrière les rideaux du salon. Je les imaginais, Grégoire et Louise, en grande discussion avec leur avocat, échafaudant des stratégies, cherchant désespérément des failles dans un testament qu'ils n'avaient même pas encore vu. Qu'ils cherchent, il n'y en avait aucune. Une semaine avant la réunion prévue, Grégoire m'a appelé. Sa voix était tendue, faussement décontractée, avec cette fausse jovialité qui sonnait terriblement faux. « Gabriel, écoutez, cette histoire de réunion formelle, ne pourrait-on pas s'arranger autrement? Entre nous, en famille, sans tous ces avocats et notaires? » Les avocats? J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mais Grégoire, c'est vous qui avez fait appel à Maître Fontaine et qui m'avez envoyé une mise en demeure. Moi, j'ai juste un notaire. Pour l'acte authentique. Comme le veut la loi. Justement, on pourrait peut-être discuter de tout ça calmement. La réunion est fixée, Grégoire. Dans une semaine exactement. Soyez à l'heure. 10 heures précises. J'ai raccroché sans lui laisser le temps de répondre. Le soir même, Paul m'a fait parvenir son rapport final par courrier sécurisé. 57 pages de documentation méticuleuse, relevés bancaires détaillés, copies d'emails compromettants, témoignages de 3 clients mécontents. Grégoire avait touché, sur les 3 dernières années, environ 45 000 € de commissions non déclarées versées par des gestionnaires de fonds d'investissement. Chaque virement était tracé, chaque transaction documentée avec date et montant précis. J'ai rangé le dossier dans mon coffre-fort personnel, l'arme ultime. Mais pas pour l'utiliser tout de suite. D'abord, la réunion. D'abord, leur montrer ce que le droit français permettait quand on le maîtrisait vraiment, quand on en connaissait toutes les subtilités. Ensuite, seulement si nécessaire, je sortirai les preuves des malversations de Grégoire. La veille de la réunion, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Tout était méticuleusement en place, chaque document signé et contresigné, chaque acte enregistré officiellement, chaque mécanisme juridique huilé et prêt à fonctionner. Demain, ils comprendraient enfin ce que signifiait vraiment la phrase que j'avais prononcée sur leur perron, ce fameux « très bien glacial » qui les hantait depuis des semaines. Le jour de la réunion s'est levé gris et froid, typique d'un matin de novembre à Lyon. Le ciel était bas, chargé de nuages lourds qui promettaient la pluie. Je me suis habillé avec un soin méticuleux, costume anthracite 3 pièces, chemise blanche impeccable, cravate bordeaux en soie. L'armure professionnelle du notaire que j'avais été pendant 40 ans, une armure que je connaissais par cœur. L'étude d'Olivier se trouvait place Bellecour, dans un de ces immeubles haussmanniens qui respirent la respectabilité bourgeoise. Je suis arrivé 21 minutes en avance comme toujours. Olivier m'attendait dans son grand bureau aux boiseries de chêne, le dossier complet étalé méthodiquement devant lui sur la table de conférence. « Tu es vraiment sûr de vouloir tout révéler aujourd'hui ?» Il me regardait avec une expression presque inquiète. « Il y aura des conséquences. Des réactions violentes, probablement. Absolument certain, Olivier. Ça va faire très mal. C'est exactement le but. » J'ai souri calmement. Ils ont voulu la guerre juridique. Ils vont découvrir ce que ça signifie vraiment. Ils sont arrivés à 10 heures précises. Grégoire portait un costume sombre qui devait coûter une petite fortune, l'air de quelqu'un qui se prépare à une bataille. Louise était pâle dans un tailleur beige, les traits tirés par l'inquiétude.
Lisa marchait derrière eux, me jetant un regard interrogateur chargé de questions silencieuses. Maître Fontaine les accompagnait, homme d'une cinquantaine d'années avec une mallette en cuir italien, et cette expression de suffisance professionnelle que certains avocats cultivent soigneusement. Nous nous sommes installés autour de la grande table de conférence en noyer massif. Olivier a pris place à un bout de la table, moi à l'autre. Les autres se sont répartis entre nous deux, créant une géométrie parfaite de confrontation. « Bien », a commencé Olivier de sa voix professionnelle, la plus neutre et détachée. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation officielle du testament authentique de M. Gabriel Laroche et de la structure de donation-partage associée qui a été établie conformément aux articles du Code civil français. Grégoire s'est immédiatement penché en avant, agressif. « Avant de commencer, nous aimerions discuter de certains points avec... » « Il n'y a absolument rien à discuter, » l'ai-je coupé avec un calme glacial. « Maître Rousseau va vous expliquer la structure que j'ai choisie. Vous allez l'écouter attentivement jusqu'au bout. Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez poser vos questions. Est-ce bien clair ?» Maître Fontaine a ouvert la bouche pour protester, mais Olivier l'a immédiatement devancé avec autorité. Je vous rappelle, Maître Fontaine, que nous sommes strictement dans le cadre d'une communication d'information successorale. Monsieur Laroche n'a absolument aucune obligation légale de négociation ou de discussion préalable. Il a le droit absolu de disposer de ses biens comme il l'entend, dans les limites de la loi. Le silence qui a suivi était absolument délicieux. Je pouvais presque entendre les rouages qui tournaient frénétiquement dans la tête de Grégoire. Olivier a ouvert posément le dossier principal. Monsieur Gabriel Laroche possède un patrimoine total estimé à environ 900 000 euros. Ceci inclut son appartement de 95 mètres carrés situé dans le quartier de la Presqu'île, divers placements financiers et une collection de vins de grande valeur. J'ai vu les yeux de Grégoire littéralement s'allumer comme des phares. 900 000 euros. Je pouvais presque l'entendre faire les calculs dans sa tête, divisé par 2, imaginer ce qu'il allait pouvoir acheter avec cet argent. La réserve héréditaire de Madame Louise Pons, en tant que fille unique de Monsieur Laroche, s'établit légalement à 50% de ce patrimoine total, a continué Olivier méthodiquement. Soit exactement 450 000 euros. Cette réserve est garantie par la loi française et ne peut être contestée. Louise a légèrement souri, un sourire de soulagement. Grégoire s'est visiblement détendu dans sa chaise, ses épaules s'abaissant. Il pensait avoir gagné. Oh, cependant, et là, Olivier a marqué une pause délibérée, laissant le mot suspendre dans l'air. Monsieur Laroche a choisi de structurer cette réserve héréditaire d'une manière tout à fait particulière, mais absolument et parfaitement légale, selon le Code civil français. Le sourire de Louise a immédiatement vacillé. Elle a froncé les sourcils, sentant le piège sans encore le comprendre. L'usufruit intégral de cette réserve héréditaire est attribué à mademoiselle Lisa Pons jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 30 ans. Madame Louise Pons reçoit uniquement la nue propriété de cette même part. Il y a eu un moment de silence absolument complet. Même les bruits de la rue semblaient s'être tus. J'ai observé leur visage avec une fascination quasi scientifique, notant chaque micro-expression, chaque changement de couleur. Louise a froncé les sourcils plus profondément. Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire quoi exactement, usufruit et nue propriété ? Olivier a expliqué maintenant sa voix absolument neutre de professionnel du droit. Cela signifie très précisément que vous serez juridiquement propriétaire sur le papier, Madame Pons, mais que absolument tous les revenus générés par ces biens, tous les droits d'usage, toute la jouissance matérielle de ces biens reviennent exclusivement à votre fille Lisa. Vous ne pourrez rien vendre, rien louer, rien hypothéquer, rien utiliser de quelque manière que ce soit. Vous aurez un titre de propriété totalement vide de substance. Le teint de Louise est passé instantanément du rose au blanc crayeux. Grégoire, lui, est devenu cramoisi puis violet. « C'est légal, ça ?» a-t-il balbutié la voix étranglée. « Absolument et parfaitement légal », a répondu Olivier avec une pointe de satisfaction professionnelle.
Article 578 à 624 du Code civil français. L'usufruit peut être librement attribué à qui on souhaite, même dans les limites de la réserve héréditaire. La jurisprudence est constante sur ce point depuis des décennies. Mais, Grégoire s'est brusquement tourné vers moi, les yeux exorbités. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est de la manipulation. » Si, je peux. J'ai soutenu son regard sans ciller. Et c'est fait, signé devant 2 notaires, scellé, enregistré officiellement au fichier central des dispositions de dernière de volonté. Irrévocable. On va contester, on va attaquer ça en justice. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a failli se renverser. Asseyez-vous, Grégoire. Ma voix était douce, mais contenait une menace implicite. Je n'ai absolument pas terminé. Maître Fontaine a posé une main apaisante sur le bras de son client. Écoutons jusqu'au bout. Il vaut mieux connaître toute la structure avant de décider de notre stratégie. Olivier a calmement repris, comme si cette interruption n'avait jamais eu lieu. Concernant la quotité disponible, c'est-à-dire les 50% restants du patrimoine, M. Laroche a procédé à une donation entre vifs avec transmission différée au bénéfice exclusif de mademoiselle Lisa Pons. Lisa a écarquillé les yeux, totalement sous le choc. Moi? Tout ça pour moi? Toi, ma chérie. J'ai souri avec tendresse. 450 000 € qui te reviendront directement. Pour tes études, ton avenir, ta liberté absolue de choisir ta vie. Papa? Louise s'est tournée vers moi, les yeux soudain remplis de larmes qui coulaient sur ses joues. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu nous faire ça? Comment je peux quoi exactement, Louise? Ma voix était restée douce, mais était devenue absolument implacable. Protéger ma petite fille d'un homme qui m'a publiquement traité de vieux pauvre qui sent la naphtaline et qui m'a physiquement fermé la porte au nez, utiliser mon propre argent que j'ai gagné par 40 ans de travail acharné, exactement comme je l'entends. Mais attendez, a continué Olivier sans s'arrêter, poursuivant son exposé méthodique. La structure exacte est encore plus précise. Une partie très importante du patrimoine a été transférée à une société civile immobilière créée officiellement le mois dernier. Il a sorti cérémonieusement un document officiel portant le cachet du greffe. La SCI Vignoble Lisa. J'ai observé le visage de Grégoire au moment précis où il a lu ce nom. Vignoble Lisa. Pas Vignoble Laroche. Pas Vignoble familial. Vignoble Lisa. Son visage a traversé toute une gamme d'émotions en quelques secondes. Cette SCI contient l'appartement de 95 mètres carrés de la Presqu'île et l'intégralité de la collection de vins de Monsieur Laroche, a expliqué Olivier. Valeur totale des actifs transférés, 560 000 €. Les parts sociales de cette société sont distribuées de la manière suivante: 75% pour mademoiselle Lisa Pons, 25% pour madame Louise Pons. Mademoiselle Lisa est nommée gérante unique avec l'intégralité des pleins pouvoirs de gestion, sans possibilité d'opposition. Grégoire est devenu absolument livide, comme si tout son sang s'était retiré d'un coup. Vous avez créé une société entière pour la déshériter, pour nous déshériter? Pour protéger Lisa, Grégoire, ai-je corrigé froidement. Pour m'assurer qu'elle aura toujours un toit et des ressources, quoi qu'il arrive. Vous déshéritez complètement, c'est juste un effet secondaire particulièrement agréable de cette structure. C'est de la manipulation pure et simple, de l'abus de faiblesse caractérisé. Grégoire tremblait maintenant de rage contenue. On va faire annuler tout ça? De faiblesse, vraiment? J'ai ri, un rire froid, presque amusé. Maître Rousseau, pouvez-vous confirmer à M. Pons que je suis bien en pleine possession de toutes mes capacités mentales? M. Gabriel Laroche a absolument toutes ses capacités mentales et juridiques, a confirmé Olivier, avec une satisfaction évidente. Nous avons même pris la précaution de demander un certificat médical complet établi par un médecin expert agréé pour éviter toute tentative de contestation sur ce point. Le certificat est versé au dossier officiel. Maître Fontaine a pris la parole pour la première fois, sa voix ayant perdu toute sa suffisance initiale.
Nous allons naturellement étudier tout ceci très, très attentivement avec mes confrères spécialisés. Il y a peut-être des recours possibles, des vices de forme? Étudiez tant que vous le souhaitez, maître, ai-je dit avec un calme absolu. Prenez tout le temps nécessaire. Tout est parfaitement et scrupuleusement conforme au Code civil français. J'ai consacré exactement 40 années de ma vie professionnelle à étudier le droit successoral français dans ses moindres détails. Je sais très précisément ce que je fais et jusqu'où je peux aller. Lisa me regardait maintenant avec des yeux immenses, brillants de larmes. « Papy, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Parce que tu mérites d'être libre, ma chérie. Absolument libre. » Ma voix s'est adoucie en m'adressant à elle. Libre de choisir tes études selon tes passions. Libre de vivre ta vie comme tu l'entends, sans jamais être contrôlé ni manipulé par quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent et au pouvoir. Grégoire s'est levé si violemment qu'il a effectivement renversé sa chaise cette fois, qui est tombée avec fracas sur le parquet ciré. On ne va absolument pas en rester là. On va se battre, on va vous traîner en justice. On va... Oh, Grégoire! J'ai calmement ouvert mon propre attaché-case en cuir. Puisque vous parlez justement de vous battre en justice, j'ai sorti le dossier que Paul avait préparé. 57 pages parfaitement organisées. Avant de vous lancer inconsidérément dans une longue guerre juridique coûteuse, vous devriez vraiment savoir que j'ai ceci en ma possession. Il a regardé le dossier sans comprendre immédiatement de quoi il s'agissait. Son cerveau encore embrumé par la rage. Un détective privé extrêmement compétent et méticuleux a passé plusieurs semaines à enquêter minutieusement sur l'ensemble de vos activités professionnelles. J'ai tapoté doucement le dossier. Commissions occultes non déclarées au fisc. Conflits d'intérêts majeurs. Recommandations d'investissement systématiquement basées sur les rétrocommissions que vous receviez des gestionnaires de fonds plutôt que sur le véritable intérêt de vos clients. 45 000 € sur les 3 dernières années. Tout est ici. Chaque date précise, chaque montant exact, chaque relevé bancaire, chaque virement suspect. Le silence qui a suivi était si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Grégoire était figé comme une statue de sel, le teint cendreux. L'autorité des marchés financiers serait absolument fascinée par ces informations très détaillées. Ai-je continué d'une voix douce, presque conversationnelle. Vraiment très, très intéressé. C'est du chantage pur et simple, a-t-il murmuré d'une voix blanche, à peine audible. Non, Grégoire. J'ai refermé calmement le dossier. C'est de la simple prévoyance, de la précaution légitime. Voilà exactement ce que je vous propose. Vous acceptez sans contestation le testament tel qu'il a été établi. Vous laissez Lisa absolument tranquille pour poursuivre sa vie. Et ce dossier extrêmement compromettant reste bien au chaud dans mon coffre-fort personnel. Pour toujours. Il s'est littéralement affaissé sur sa chaise, comme une marionnette dont on aurait coupé tous les fils. « Bah, et sinon, et si nous refusons ?» a demandé Maître Fontaine, mais sa voix manquait totalement de conviction, presque inaudible. Sinon, des copies parfaitement authentifiées seront immédiatement envoyées à l'AMF, à votre employeur direct et à plusieurs personnes particulièrement influentes du milieu financier lyonnais avec qui j'ai gardé d'excellents contacts professionnels. J'ai souri froidement. À Lyon, tout finit toujours par se savoir, Maître Fontaine. Vous le savez aussi bien que moi, la réputation dans cette ville, c'est tout, et une fois perdue, la réunion s'est terminée dans un silence de plomb absolument oppressant. Ils sont partis sans un mot, Grégoire pratiquement soutenu par Louise qui semblait elle-même en état de choc, Maître Fontaine marchant derrière eux en silence, sa mallette pendant mollement au bout de son bras. Lisa est restée. Quand la lourde porte en chêne de l'étude s'est refermée derrière eux avec un claquement définitif, elle s'est précipitée vers moi et s'est jetée dans mes bras en pleurant à chaudes larmes. C'était vraiment pour moi, tout ça, c'était pour moi. Absolument tout ça, ma chérie, chaque euro, chaque clause, chaque mécanisme. Mais en la serrant tendrement contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux, j'ai pensé en souriant intérieurement, ils ne savent pas encore tout. Ils ne savent rien de la bourse d'études qui sera annoncée dans quelques semaines.
Rien de l'appartement de 45 mètres carrés dans le 5e arrondissement de Paris que j'ai déjà acheté il y a 2 mois. Rien de toutes les autres surprises que j'ai soigneusement préparées. Le premier coup venait d'être porté, mais ma symphonie était loin, très loin d'être terminée. Il restait encore plusieurs mouvements à jouer. 2 semaines se sont écoulées. Grégoire n'appelait plus. Parfait. Lisa m'a téléphoné, inquiète. « Papy, papa surveille mon téléphone, mes emails. Il dit que tu complotes. »« Ma chérie, encore quelques semaines. Après, tu seras libre. » J'avais remarqué une BMW noire devant leur maison 3 jours de suite. Immatriculée dans le Rhône, Paul a confirmé, Maître Fontaine, avocat spécialisé en succession. J'ai souri. Grégoire se préparait à la guerre juridique. C'était mon terrain. Le lendemain, courrier recommandé, mise en demeure de Maître Fontaine. Louise et Grégoire demandaient une donation-partage anticipée pour raisons financières urgentes. Ton pompeux menaçant. J'ai éclaté de rire. Ils croyaient que la peur me ferait céder ? Olivier, réponds-leur que la donation est prévue, mais sera révélée lors d'une réunion formelle, dans 3 semaines. Tu veux les faire mariner ? Je veux qu'ils découvrent que le pire imaginé n'était pas assez pire. Entre-temps, la Fondation m'a contacté. Lisa figurait parmi les finalistes pour la bourse d'histoire de l'art. Son dossier est exceptionnel. Décision début décembre. Parfait. Le timing s'assemblait. J'ai finalisé la SCAI. Vignoble Lisa. Le nom seul raconterait une histoire. Mon appartement de la Presqu'île, 95 mètres carrés, 380 000 €. Ma collection de vins, 147 bouteilles, 180 000 €. Total, 560 000 € transférés à la SCI. Part. 75% Lisa, 25% Louise. Lisa, gérante, avec plein pouvoir. Olivier a enregistré la SCI. C'est fait. Vignoble Lisa est constitué. Lisa contrôle tout. Dans les jours suivants, j'ai observé leur maison. Lumière tard le soir. Ombre derrière les rideaux. Je les imaginais échafaudant des stratégies, cherchant des failles. Qu'ils cherchent. Une semaine avant la réunion, Grégoire a appelé. « Gabriel, ne pourrait-on pas s'arranger autrement ? Sans les avocats ? C'est vous qui avez engagé Maître Fontaine. Justement, la réunion est fixée. 10 heures précises. Soyez à l'heure. » Le soir même, Paul m'a fait parvenir son rapport final. 57 pages. Grégoire avait touché 45 000 € de commissions non déclarées sur 3 ans. Chaque virement tracé, documenté. J'ai rangé le dossier dans mon coffre. L'arme ultime. D'abord, la réunion. Ensuite, si nécessaire, l'épreuve. La veille, j'ai dormi paisiblement. Tout était en place. Chaque document signé, chaque mécanisme prêt. Demain, il comprendrait très bien. Novembre gris à Lyon. Costume anthracite, chemise blanche, cravate bordeaux. L'armure du notaire. Place Bellecour, 20 minutes en avance. Olivier m'attendait. Tu es sûr ? Absolument. 10 heures précises. Grégoire en costume sombre, Louise pâle, Lisa interrogative. Maître Fontaine, mallette en cuir. Nous sommes réunis pour la présentation du testament de Monsieur Laroche, commença Olivier. Grégoire se pencha. Avant de... Il n'y a rien à discuter. Écoutez. Le silence était délicieux. Monsieur Laroche possède 900 000 €. Les yeux de Grégoire s'allumèrent. La réserve héréditaire, 50%, 450 000 €. Louise sourit, Grégoire se détendit. Cependant, pose d'Olivier, structuré de manière particulière mais légale. Le sourire vacilla. L'usufruit va à Lisa jusqu'à ses 30 ans. Louise reçoit la nue propriété. Silence complet. Je ne comprends pas, murmura Louise. Propriétaire sur papier, mais tous revenus à Lisa. Vous ne pouvez rien vendre, louer, utiliser. Louise blanchit, Grégoire devint cramoisi. C'est légal ? Parfaitement. Article 578 à 624. Vous ne pouvez pas ? Si, fait, signé, scellé, enregistré. On va contester. Asseyez-vous, je n'ai pas fini. La quotité disponible va à Lisa, 450 000 €. Lisa écarquilla les yeux. Moi ? Toi ? Papa ? Louise, en larmes.
protéger ma petite fille d'un homme qui m'a traité de vieux pauvre. Olivier sortit un document. SCI Vignoble, Lisa. J'observais Grégoire lire le nom. Appartement et collection, 560 000 euros. 75% Lisa, 25% Louise. Lisa gérante. Grégoire devint livide. Une société pour protéger Lisa. Manipulation. Suis-je en état de faiblesse, Maître Rousseau? Toute capacité. Certificat médical au dossier. Maître Fontaine. Nous allons étudier. Tout est conforme. 40 ans de droit successoral. Grégoire se leva violemment. On va se battre. J'ouvris mon attaché-case, sortis le dossier. Vous devriez savoir que j'ai ceci. Détective privé. Commission non déclarée. Conflit d'intérêts. 45 000 euros sur 3 ans. Date, montant, relevé. Silence. Grégoire figé. La MF serait intéressée. Chantage, murmura-t-il. Prévoyance. Accepté. Laissez Lisa tranquille. Dossier dans mon coffre. Affaissement. Sinon, la MF, votre employeur, personnes influentes reçoivent des copies. À Lyon, tout se sait. Départ dans le silence. Grégoire soutenu par Louise. Lisa resta, se jeta dans mes bras. Tout ça pour moi? Tout ça. Mais j'ai pensé, ils ne savent pas encore tout. La bourse, l'appartement parisien, les autres surprises. Le premier coup était porté. Dans les jours suivants, silence assourdissant. Puis, une semaine plus tard, lettre de Maître Fontaine. Demande de rendez-vous. Mon client souhaiterait discuter... J'ai souri. Le langage juridique pour supplier. Rendez-vous chez Olivier. Grégoire arriva seul. Traits tirés, yeux cernés. Gabriel, il faut qu'on parle. Je vous écoute. Ce testament, vous détruisez votre famille. Je protège Lisa. Louise est votre fille. Louise a fait son choix il y a 15 ans. Il serra les poings. On va contester. Captation d'héritage, influence indue. Vraiment? Mon notaire dit que l'acte est bétonné. Certificat médical. Témoin. Expertise psychiatrique. Demandé. 67 ans, pas 90. Je gère mes affaires, conduis, voyage. Quel juge ordonnera une expertise? Son visage se décomposa. Et ce dossier? Cela dépend de vous. Je me penchai. Option 1. Accepter le testament, laisser Lisa libre, dossier dans mon coffre. Option 2. Contester. L'AMF reçoit 57 pages. Votre employeur aussi, 3 dirigeants lyonnais. Il blanchit. Licence révoquée. Emploi terminé. Réputation détruite. À Lyon, tout se sait. Stop. 3 jours pour réfléchir. Le surlendemain, Maître Fontaine appela. Mon client accepte. Par écrit. Signé. Avec reconnaissance des faits. Il ne peut pas signer une reconnaissance. Alors pas d'accord. Attendez. 2 heures plus tard, j'avais le document signé. Mais quelque chose me disait. Ce n'était pas fini. Grégoire avait cédé trop facilement. 3 semaines plus tard, Lisa appela. Papy, papa a l'air satisfait, comme s'il avait gagné. Qu'a-t-il dit? J'ai entendu avocat, nouvelle stratégie, faille. Mon sang se glaça. Olivier m'appela 2 jours plus tard. Ils ont trouvé quelque chose. Quoi? La SCI, enregistrée 1 jour après la signature du testament. Techniquement, au moment de la signature, elle n'existait pas encore. Et alors? Leur avocat argue que c'est un vice de forme. Assignation déposée. Audience dans 15 jours. J'ai appelé Sophie. C'est gênant mais pas fatal. On peut argumenter. Risque? Faible mais réel. Inacceptable. Sortir le dossier maintenant? Non, ça ressemblerait à du chantage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, Lisa appela. Papa a dit, on a un témoin, quelqu'un qui dira qu'il était confus. Un témoin? A-t-il mentionné un nom? Notre voisin, le médecin, docteur Moreau, ami de Grégoire. Il allait témoigner que j'avais semblé confus lors d'un dîner. Sauf que ce dîner était 3 mois avant la signature, et j'avais un certificat médical daté de la veille. Grégoire venait de commettre une erreur. J'ai appelé Sophie.
Ils vont faire témoigner Docteur Moreau, il dira que j'étais confus lors d'un dîner 3 mois avant. Elle rit. Ça ne vaut rien, au contraire. L'audience approchait. J'étais prêt. Grégoire avait contre-attaqué. Mais il avait sous-estimé ma préparation. Partie 9, mi-décembre. L'audience au tribunal. Le juge a écouté leur avocat, puis Sophie, puis a examiné les documents. La SCI était en cours de création au moment de la signature. L'intention était claire. Le retard purement administratif. Il a frappé son marteau. Demande rejetée. Grégoire s'est effondré sur sa chaise. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, je les ai convoqués chez moi. Grégoire, Louise et Lisa. Atmosphère tendue dans mon salon face au Rhône. J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai regardé Lisa. Ma chérie, félicitations. Tu as reçu la bourse de l'Institut d'Histoire de l'Art de Paris. 25 000 € par an pendant 3 ans. Lisa a porté ses mains à sa bouche. Comment je? C'est moi qui l'ai organisé, anonymement, à travers ma fondation, il y a 3 mois. Grégoire est devenu blanc comme un linge. Et ce n'est pas tout. J'ai continué, savourant chaque mot. L'appartement à Paris, 45 mètres carrés dans le 5e arrondissement. 320 000 €. Je l'ai acheté il y a 2 mois, par la SCI, pour que tu aies un endroit où vivre pendant tes études. Louise a porté sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Vous avez tout planifié, » murmura Grégoire, la voix étranglée. « Depuis le début, depuis le jour où vous m'avez fermé votre porte au nez, depuis que vous m'avez traité de vieux pauvre qui sent la naphtaline. » Mon ton était calme, presque conversationnel. J'ai eu tout le temps de réfléchir à ce moment-là, et de planifier. Mais pourquoi tant? Oh, une dernière chose. J'ai souri, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. J'ai envoyé des lettres ces dernières semaines, confidentielles, aux dirigeants des 3 principales sociétés financières de Lyon. Pas de plainte officielle, vous comprenez. Juste un avertissement entre anciens collègues, concernant certaines pratiques éthiques douteuses, les conflits d'intérêts, les commissions cachées. Le visage de Grégoire est passé du blanc au gris cendré. Vous avez détruit ma réputation? Votre réputation? J'ai ri doucement. Non, Grégoire. Vous l'avez détruite vous-même en trahissant la confiance de vos clients. Moi, j'ai juste partagé l'information. À Lyon, vous savez comment c'est. Tout finit par se savoir. Ma carrière, mon travail. Vous aurez votre réserve héréditaire. 450 000 €. Enfin, j'ai fait une pause délibérée. La nue propriété de 450 000 €. Lisa aura l'usufruit jusqu'à ses 30 ans. Vous aurez un titre de propriété vide, sans pouvoir en jouir. J'ai soutenu son regard. Exactement ce que vous m'avez laissé quand vous m'avez humilié sur votre perron. Rien. Lisa pleurait silencieusement. Louise aussi, mais pour des raisons différentes. Grégoire me regardait avec une haine impuissante, les poings serrés, tremblant de rage contenue. « Vous pouvez partir maintenant. » Ma voix était douce, mais définitive. La porte est là. Ils sont partis. Grégoire en premier, les épaules voûtées. Louise l'a suivi, évitant mon regard. Seule Lisa est restée un moment, me serrant dans ses bras. « Merci, papy, pour tout. Va vivre ta vie, ma chérie, c'est tout ce que je voulais. » Quand la porte s'est refermée, je me suis versé un verre de morgon. Justice était faite. Janvier 2026. Début d'année froide à Lyon. Grégoire cherchait du travail hors de Lyon. Sa réputation dans la ville était détruite. Les 3 lettres que j'avais envoyées avaient fait leur effet. À Lyon, tout se sait, comme on dit. Et une fois que tout le monde sait... Louise m'a appelé une fois. Un mardi matin. Sa voix était hésitante. « Papa, je comprends maintenant. Tu as protégé Lisa comme j'aurais dû le faire. » « Oui. » Elle pleurait au téléphone. « Je suis désolé. Pour tout. Pour n'avoir rien dit. Pour avoir laissé Grégoire te traiter comme ça. Je sais, Louise, mais c'est trop tard pour nous. » J'ai marqué une pause. Pour Lisa, par contre, il n'est pas trop tard. Je sais, prends soin d'elle. C'est exactement ce que je fais. Les mois ont passé. Lisa préparait son départ pour Paris en septembre. Nous passions nos week-ends ensemble. Les vignobles du Beaujolais, les musées de Lyon,
les petits restaurants cachés du vieux Lyon que je connaissais depuis 40 ans. Elle me parlait de ses rêves, l'art de la Renaissance, le baroque français, les châteaux de la Loire. Ses yeux brillaient quand elle parlait. « Papy, pourquoi as-tu fait tout ça? Vraiment? » « Parce que tu mérites d'être libre, Lisa, de choisir, de vivre selon tes propres règles. Mais papa et maman, notre famille, ils ont fait leur choix. Comme toi, tu feras les tiens. La différence? J'ai souri. Les tiens seront vraiment tiens. Personne ne pourra te les imposer. Personne ne pourra te contrôler avec l'argent ou la peur. Un soir de juillet, sur ma terrasse face au Rhône, j'ai reçu un message sur mon téléphone. « Merci, papy, tu m'as donné des ailes. » J'ai souri, sorti une bouteille de Morgonde 2015 de ma collection. Enfin de la collection qui appartenait maintenant légalement à la SCI Vignoble Lisa. J'ai versé un verre, levé mon regard vers le ciel d'été, pensant à ma défunte épouse. « Nous avons réussi, ma chérie, » ai-je murmuré. Lisa sera libre, vraiment libre. Le Rhône coulait paisiblement en contrebas. Lyon s'étendait devant moi, baigné dans la lumière dorée du soir. Ma ville, mon appartement, ma vie. J'avais 67 ans. J'avais utilisé 40 années de connaissance du droit français, pas une seule loi violée, pas un seul article transgressé, juste, parfaitement appliqué. Grégoire m'avait traité de « vieux pauvre qui sent la naphtaline ». Il avait découvert ce qu'un vieux notaire pouvait faire quand on le sous-estimait, quand on le provoquait. La réserve héréditaire protège les enfants. C'est son but, mais elle ne protège pas leur cupidité, elle ne protège pas leur arrogance. L'usufruit peut durer 30 ans. Lisa en avait 18. 12 longues années où Louise et Grégoire ne toucheraient rien. 12 années à regarder Lisa profiter de ce qui leur aurait appartenu. Délicieux. J'ai bu une gorgée. Le Morgon était parfait, complexe, équilibré, avec cette pointe d'acidité qui le rendait si rafraîchissant. Comme mon plan. Justice n'est pas vengeance, c'est équilibre, protection, conséquence logique des actions. Je n'avais rien fait d'illégal. J'avais simplement utilisé ce que la République française offre à tous ses citoyens. La loi, le code civil, les mécanismes de protection, les outils juridiques que nos ancêtres ont mis en place pour protéger les familles. Leur erreur? Sous-estimer un vieil homme. Croire que l'âge signifie faiblesse. Que la retraite signifie impuissance. En France, c'est une erreur coûteuse. Le soleil se couchait sur le Rhône, peignant l'eau de reflets orange et roses. Juillet était chaud cette année. Agréable. J'ai fermé les yeux, sentant la brise légère sur mon visage. Le plan avait fonctionné. Lisa était protégée. Son avenir était sécurisé. Et personne ne pourrait plus jamais la contrôler avec l'argent. J'ai rouvert les yeux, levé mon verre une dernière fois. À la justice, ai-je murmuré, et à la liberté. Puis j'ai bu, satisfait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute. Grégoire venait de commettre une erreur. J'ai appelé Sophie. Ils vont faire témoigner Dr Moreau. Il dira que j'étais confus lors d'un dîner 3 mois avant. Elle rit. Ça ne vaut rien. Au contraire. L'audience approchait. J'étais prêt. Grégoire avait contre-attaqué. Mais il avait sous-estimé ma préparation. Mi-décembre. L'audience au tribunal. Le juge a écouté leur avocat, puis Sophie, puis a examiné les documents. La SCI était en cours de création au moment de la signature. L'intention était claire. Le retard purement administratif. Demande rejetée. Grégoire s'est effondré. Mais ce n'était pas fini. Grégoire, j'ai quelque chose à vous dire. Chez moi, quelques jours plus tard. Grégoire, Louise et Lisa. Lisa, félicitations. Tu as reçu la bourse de l'Institut d'Histoire de l'Art. 25 000 € par an. Lisa écarquilla les yeux. Comment? C'est moi qui l'ai organisé. Anonymement, il y a 3 mois. Grégoire devint blanc. Et ce n'est pas tout. L'appartement à Paris, 45 mètres carrés, 5e arrondissement, 321 000 €. Je l'ai acheté, il y a 2 mois, par la SCI. Louise porta sa main à sa bouche. Vous avez tout planifié, murmura Grégoire.
depuis le jour où vous m'avez fermé la porte. Mais, oh, une dernière chose. J'ai souri. J'ai envoyé des lettres, confidentielles, aux dirigeants des 3 principales sociétés financières de Lyon. Pas de plainte officielle. Juste un avertissement entre collègues. Sur vos pratiques éthiques douteuses. Grégoire devint livide. Vous avez détruit ma réputation? À Lyon, Grégoire, tout se sait. Et une fois qu'on sait ma carrière, vous aurez votre réserve héréditaire, 450 000 € de nue propriété. Lisa aura l'usufruit. Vous aurez un titre vide. J'ai marqué une pause. Exactement ce que vous m'avez laissé quand vous m'avez humilié sur votre perron. Lisa pleurait. Louise aussi. Grégoire me regardait avec une haine impuissante. Vous pouvez partir maintenant. Ils sont partis. Justice était faite. Partie 10. Janvier 2026. Début d'année froide à Lyon. Grégoire cherchait du travail hors de Lyon. Sa réputation à Lyon était détruite. Tout se sait, comme on dit. Louise m'a appelé une fois. Papa, je comprends maintenant. Tu as protégé Lisa comme j'aurais dû. Oui, elle pleurait. Je suis désolé. Je sais, mais c'est trop tard pour nous, Louise. Lisa, par contre, prends soin d'elle. C'est ce que je fais. Les mois ont passé. Lisa préparait son départ pour Paris en septembre. Nous passions nos week-ends ensemble. Vignoble du Beaujolais, musée, restaurant du Vieux-Lyon. Elle me parlait de ses rêves. Art, Renaissance. Baroque français. Ses yeux brillaient. Papy, pourquoi as-tu fait tout ça? Parce que tu mérites d'être libre, de choisir, de vivre. Mais papa et maman ont fait leur choix. Comme toi, tu feras les tiens. La différence? Les tiens seront vraiment tiens. Un soir de juillet, sur ma terrasse face au Rhône, j'ai reçu un message. Merci, papy. Tu m'as donné des ailes. J'ai souri, sorti une bouteille de Morgon 2015, de la collection, qui appartenait maintenant légalement à la SCI Vignoble Lisa. J'ai versé un verre, levé vers le ciel. Nous avons réussi, ma chérie, ai-je murmuré à ma défunte épouse. Lisa sera libre. Le Rhône coulait paisiblement. Lyon s'étendait devant moi. Ma ville, mon appartement, ma vie. J'avais 67 ans. J'avais utilisé 40 ans de connaissance du droit français. Pas une seule loi violée, pas un seul article transgressé, juste, parfaitement appliqué. Grégoire m'avait traité de vieux pauvre. Il avait découvert ce qu'un vieux notaire pouvait faire quand on le sous-estimait. La réserve héréditaire protège les enfants. Mais elle ne protège pas leur cupidité. L'usufruit peut durer 30 ans. Lisa en avait 18. 12 années où Louise et Grégoire ne toucheraient rien. Délicieux. J'ai bu une gorgée. Le Morgon était parfait, comme mon plan. Justice n'est pas vengeance, c'est équilibre, protection, conséquence. Je n'avais rien fait d'illégal. J'avais juste utilisé ce que la République française offre à ses citoyens. La loi? Leur erreur? Sous-estimer un vieil homme. En France, c'est une erreur coûteuse. Le soleil se couchait sur le Rhône. Juillet était chaud, agréable. J'ai fermé les yeux, satisfait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.